Je pense que les startups ont intérêt de faire de plus en plus appel à des freelances. Et franchement, en entrepreneuriat, en startup, avoir la bonne personne qui te donne le bon conseil et qui te donne la bonne structuration adaptée à ton contexte, ça peut te faire gagner facilement 1 an de vie. Il faut aussi gagner la confiance des dirigeants. Parce que tu peux pas te positionner comme partenaire si t'as pas cette confiance qui se génère aussi avec le temps. Trouver le bon CTO, c'est un chemin horrible pour la plupart des fondateurs. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients en termes d'accompagnement, un peu pour peut-être contourner ces pièges dont on a parlé? Moi, ce que j'accompagne la plupart du temps dans les gens pré-market fit, c'est de dire confronte-toi le plus rapidement au marché et arrête de surdévelopper parce que ça sert à rien. De toute façon, il y a 80% qui va être jeté à la poubelle. La France, c'est pas un pays qui est fait de base pour le salariat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Adam, entrepreneur et CTPO. Ancien fondateur d'une startup, Nicolas est aujourd'hui un expert qui accompagne ce type d'entreprise sur des sujets produits, tech et de croissance. Alors on va tenter de comprendre ensemble dans cet épisode comment structurer efficacement une startup, éviter les erreurs classiques, accélérer sa croissance, mais aussi anticiper les transformations du travail pour en tirer parti et non les subir. Hello Nicolas. Salut Alexis. Et bienvenue dans The Freeway. La semaine dernière, dans un de tes posts LinkedIn, tu affirmais que seul un entrepreneur pouvait comprendre un autre entrepreneur. Oui, tout à fait. Parce que lui seul, c'est la peur qu'il a que tout s'arrête, les nuits blanches qu'il a passées, le fait de se sentir seul et sans soutien, l'excitation de voir son idée prendre vie, la pression de faire vivre son entreprise. Je continue pas la liste, mais elle était longue dans ton post. Oui, il y avait pas mal de choses à dire, je crois. Il y avait pas mal de réactions aussi. Mais tu nous dis surtout, lui seul sait qu'il fera tout pour ne jamais revenir en arrière. Parce que cette aventure, il l'aime profondément. Quel est ton moteur aujourd'hui, Nicolas, justement, dans ce que tu entreprends au quotidien ? Moi, j'avoue, alors déjà, ce post me parle énormément parce que ça fait écho à pas mal de choses du passé. Alors en plus, moi, j'ai vécu à la fois du côté entrepreneur et du côté salarié. Donc du coup, j'ai connu un peu les deux extrêmes. Aujourd'hui, je suis retourné dans le mode entrepreneurial, en fait. Mais moi, il y a un moteur principalement, c'est que quand j'ai monté ma boîte, elle a duré 7 ans, 2010 à 2017, je tombais dans énormément de travers. Et à l'époque, je tombais dans tous les travers qu'aujourd'hui je connais très bien. Mais tous ces travers, ça a été des choses qui m'ont bloqué. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à la fin de cette expérience, j'ai fait beaucoup de retours sur moi-même, d'apprentissage. Bon, c'est un long chemin. Il n'est pas encore fini en vrai, après plus de 8 ans. Et ça m'a permis de me dire, OK, j'ai essayé de devenir la personne que j'aurais aimé avoir à mes côtés, fut un temps. Et donc moi, ce qui me drive aujourd'hui, c'est de travailler avec des startups où les fondateurs sont encore dans la boucle et où c'est le bon moment d'aller sur de la structuration pour pas que ça vienne des process de grands groupes et que ça puisse apporter du bien-être aux salariés et à la vision de l'entreprise. Et donc ça, c'est ce que j'ai amené la plupart du temps dans mes dernières expériences et avec quoi on pourra beaucoup parler là-dessus. Mais en tout cas, ce qui me motive, c'est qu'en fait, j'aurais aimé avoir cette personne qui m'accompagne non pas seulement techniquement, par ses compétences, mais aussi humainement. Et pour accompagner humainement, il faut comprendre dans quelle situation se trouve la personne en face d'elle, de nous. Évidemment, donc une grosse notion d'accompagnement dans ce que tu proposes aujourd'hui. Tout à fait. Et cette entreprise que tu as créée, que tu as fondée en 2010, tu peux me rappeler un petit peu déjà le nom peut-être et puis l'activité de cette entreprise ? Yes, tout à fait. En fait, c'était à la base dans la formation, dont mettre en relation des gens qui proposaient de la formation et dispensaient de la formation. Et en fait, on a fait un gros pivot en 2013 parce que du jour au lendemain, Google a décidé de nous déréférencer de son moteur de recherche. Ah ça, c'est fatal pour les entreprises. Surtout quand c'est ton moteur d'acquisition principal. Ouais. Et qu'à l'époque, c'était Google Panda. Pour ceux qui connaissent, en tout cas, vraiment, ça a été une grosse mise à jour. Ça a tué des business. Et nous, on s'est retrouvés tu tapais notre nom dans Google, tu ne tombais sur plus rien du tout. Voilà, donc ça c'est la pire des situations. Et en fait, on a fait un pivot en 2013 dans le recrutement. Là, ça a été la folie. On a appris tout de la première étape et on est reparti sur des bonnes bases. Et en tout, on est monté à 25 personnes à l'époque. Et au début, quand je t'ai présenté en tant que CTPO. Et je suis pas sûr que tout le monde connaisse justement ce terme et peut-être ce nouveau job qui apparaît aujourd'hui. Alors, c'est toujours un job critiqué. Et fut un temps, peut-être que je l'aurais critiqué aussi parce que, en fait, je l'ai été dans cette startup. J'étais la personne technique et produit. Et lui était la personne business, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, comment je le décrirais, c'est une personne qui n'est pas le meilleur tech, mais qui doit s'assurer de l'adéquation de la roadmap et faire en sorte que tout ce qu'on va produire va créer de la valeur. Et à des moments, il va mettre les mains dans le cambouis, il va développer avec tout le monde.
Mais dans l'idée, ça va être pour moi, c'est un profil qui doit être hybride entre les deux. Voilà. Qui doit comprendre les enjeux tech et les enjeux business. Un peu plus qu'un CPO, peut-être. Alors, plus technique qu'un CPO et plus business qu'un CTO. Et comment, parce que du coup, toi, tu as atterri là par un ensemble d'expériences qui t'ont amené à faire ça aujourd'hui, notamment par la création de cette entreprise dont on parlait juste avant. Mais comment tu pourrais conseiller justement des freelances ou des indeps qui nous écoutent pour arriver à faire aujourd'hui ce type d'activité en freelance? Alors là, en fait, tout dépend de la cible. CTPO, en vrai, CTPO, c'est une manière aussi assez restreinte pour optimiser les budgets. C'est-à-dire, soit tu prends un CTO qui va développer, et dans ce cas-là, ça arrive, soit tu prends un CPO en phase avant série A, ça ne sert strictement à rien du tout. Et moi, c'est le juste milieu entre le CPO, souvent, ça arrive dans des phases où il y a une startup qui est plutôt à une taille en dessous de 50-70 personnes. Avant, ça ne sert à rien d'avoir le CPO, et à ce moment-là, de travailler avec des boîtes qui sont en dessous de 50-70 personnes en startup, il faut être très proche des fondateurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler et se mettre en partenaire avec des fondateurs. Oui, parce qu'initialement, ça va être souvent le fondateur qui va être le PM. Enfin, c'est lui. De toute façon, c'est lui le produit, c'est lui qui fait tout. En fait, quand tu fais du produit dans une startup, tu n'es que l'accompagnateur du fondateur à éclaircir sa vision et aller plus vite à la mettre en place. Voilà. Et en fait, soit tu as deux chances, c'est soit tu te mets en exécutant, soit tu te mets en compagnon et en partenaire. Et pour se mettre en partenaire, ça demande de vraiment comprendre les enjeux d'une startup, savoir parler le langage, comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête du fondateur en face de toi. Tu peux pas arriver comme ça dans la startup et dire voilà, il faut aller sur des enjeux qui comprennent. Voilà. Savoir ce que c'est une levée de fonds, qu'est-ce qu'on attend dans une levée de fonds. Parce que le risque en exécutant, c'est de dire ok, je sais ce qu'il faut faire, je développe et je m'enferme dans ma bulle. Et ça, c'est en exécutant, pas en partenaire. Et puis, il faut aussi gagner la confiance des dirigeants. Parce que tu ne peux pas te positionner comme partenaire si tu n'as pas cette confiance qui se génère aussi avec le temps. On est clairement là-dessus. En plus, la plupart du temps, souvent, les premiers postes, c'est des CTO. Enfin, c'est dev. Mais un dev CTO en phase early stage, c'est pas le même que celui qui va travailler chez, je sais pas, Le Bon Coin, Yomoni, peu importe, enfin, des grandes structures. Et en fait, d'avoir le CTO, ce qu'on cherche avant tout, c'est quelqu'un qui va développer. Mais après, il faut savoir aussi que souvent, trouver le bon CTO, c'est un chemin horrible pour la plupart des fondateurs. Il y en a pour qui c'est le match parfait et ça marche direct. Il y en a, ils ont accumulé, je peux facilement te citer des boîtes où il y en a 5 qui sont passés. Voilà. Et jamais le bon match. Donc ça fait partie un peu des échecs d'une startup quand au début elle n'arrive pas à retrouver les bonnes personnes en tout cas pour le bon poste. Et tu parles justement des raisons fréquentes d'échecs des startups dans tes posts. Oui. Parce que tu postes pas mal toi sur LinkedIn et tu parles notamment du fait de ne pas trouver son marché. Donc je pense que tu parles de l'early stage quand tu... Tout à fait, je parle du pré-market fit, donc avant de trouver son marché, tout à fait. Et c'est... Les erreurs classiques, de toute façon, elles sont simples, il y en a 3. Et c'est les plus reconnues. C'est manque de trésor, désalignement des cofondateurs, pas de traction. Le principal, c'est pas de traction. Le manque de trésor est une conséquence du manque de traction. Qu'est-ce que tu entends par pas de traction? Ça veut dire, globalement, tu es en rendez-vous, on te dit oui, mais en fait, ça convertit pas après. Okay. T'arrives pas à convertir. En fait, c'est très dur à expliquer le product market fit, mais c'est au moment, globalement, où tu parles de ton produit et les gens te l'achètent sans trop se poser de questions. Limite, tu as trop de clients qui viennent. Et cette phase, la plupart du temps, il y en a peu qui pensent avoir trouvé le marché, mais en fait, ils l'ont pas trouvé. C'est un peu magique quand ça arrive au final. C'est un peu magique, c'est dur à l'expliquer. En fait, peu de gens, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui essayent d'en parler. Je pense à Enzo Avigo, qui est un mec qui a monté une boîte et qui en parle souvent dans ses posts. Mais en fait, déterminer quand tu as trouvé ton marché, c'est très dur parce qu'en fait, la plupart du temps, quand tu as trouvé ton marché, tu as la tête dans le guidon. Et d'ailleurs, souvent, quand tu as trouvé ton marché et que tu as la tête dans le guidon, tu n'as plus le temps pour trop réfléchir. Et tu n'as plus le temps pour te poser la question, est-ce que j'ai trouvé mon marché? Voilà, ça ressemble un peu à ça. Et justement, toi, qu'est-ce que tu proposes à tes clients en termes d'accompagnement, un peu pour peut-être contourner ces pièges dont on a parlé et accélérer, mais de façon efficace et... Un peu plus rapide. En fait, c'est souvent, ce qui se passe, c'est que avant de trouver ton marché, tu as plein de temps à poser, plein de choses, etc. J'ai connu des gens qui mettent beaucoup de temps avant de trouver leur marché. D'ailleurs, si on parle de stats, 11 startups sur 12 s'arrêtent dans les 5 premières années. Il faut garder ça en tête. Ça veut dire qu'une startup telle que tu la vois aujourd'hui a
une chance sur 12 de survivre après 5 ans. En fait, les gens pensent que tout va bien se passer dans l'entrepreneuriat, alors que c'est les montagnes russes les plus incroyables qui puissent arriver au monde et les plus chamboulantes. Voilà. Et tu vois, dans cette phase de avant de trouver son marché, c'est toujours très dur, je trouve, de savoir est-ce que là, je suis en train de surinvestir dans ma tech ou est-ce que je me confronte pas assez à la réalité. En fait, quand tu es en phase de pré-market fit, la plupart du temps, je vais dire toujours, il y a 3 axes. La vision, l'exécution et la confrontation. Souvent, en pré-market fit, les gens investissent beaucoup dans la vision. Ils ont beaucoup de force là-dessus. Par contre, l'exécution suit. Donc, souvent, on passe à développer beaucoup de temps un truc qu'on ne va pas confronter. Et la confrontation est le parent pauvre. Moi, ce que j'accompagne la plupart du temps dans les gens pré-market fit, c'est de dire confronte-toi le plus rapidement au marché et arrête de surdévelopper parce que ça ne sert à rien. De toute façon, il y a 80% qui va être jeté à la poubelle. Une autre stat aussi, c'est en règle générale, 70% des fonctionnalités développées ne seront jamais utilisées. Ce qui est énorme. C'est énorme. Mais Ouais. tout le monde pense que dans les startups et dans les projets, on va y aller comme si le succès va arriver naturellement. Mais que là, ça soit startup, grand groupe, peu importe, on passe tous en se disant tout va bien se passer. Et en fait, on se retire l'espace de confrontation, alors que la confrontation, c'est la réalité. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, de pivoter, de s'adapter. Et peut-être encore plus quand tu as des business un peu innovants, où là, on connaît moins le marché forcément, et c'est un peu à nous de dicter un peu les règles finalement. Alors, on dicte les règles, mais par contre, si on ne se confronte pas, on n'a pas de retour. Et moi, j'ai vu des entrepreneurs s'enfermer dans une vision idéale, ils n'arrivaient pas à s'en dépêtrer. D'ailleurs, ce qui marche souvent pour aller en post-market fit, trouver son marché, c'est souvent un petit abandon de l'entrepreneur qui abandonne son idée de base pour se conformer à ce qu'on attend réellement de lui. Il se fait une raison. Il se fait une raison. Et ça mène à la transition de la suite. Et justement, alors quand on parle de product market fit, au début, quand tu as une idée et que tu la concrétises en business, on parle de MVP. Oui. Donc c'est un peu la première version de ton produit que tu vas mettre sur le marché. C'est quoi un peu les erreurs classiques que toi tu vois lors d'un lancement d'un MVP et justement, comment tu conseilles tes clients par rapport à ça? Alors souvent, la notion de MVP est mal comprise par la plupart des gens. En fait, d'ailleurs, j'essaye de le retirer MVP en utilisant expérience idéale, expérience minimum. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens pensent qu'il faut absolument développer pour faire un MVP. Or, un MVP, c'est 30% de conception, 30% de développement et 30% de déploiement. Je vais essayer de dire ça autrement. Globalement, tu dois passer autant de temps à concevoir le MVP qu'à le coder, qu'à essayer de le vendre. Si tu as passé 6 mois à essayer de développer, tu vas passer 6 mois à essayer de le vendre. Tu vois un peu dans l'idée ? Et en fait, un MVP, ça ne doit pas prendre plus d'1 mois. Sauf si tu es en deep tech. Mais un MVP ne devrait pas prendre plus d'1 mois à mettre en action. Ce qui est extrêmement court. C'est extrêmement court. En 1 mois, on sait que même pour développer des choses, ça va très très vite. Mais d'ailleurs, dans un MVP, il faut absolument éviter de développer. En fait, la plupart du temps, les erreurs du MVP, c'est d'automatiser, de créer un monde parfait dans lequel tout est automatique. On va faire cette interaction et ça va amener à ça. Et en fait, souvent, les équipes tech se plongent dans un problème qui est on doit tout automatiser. Un MVP, c'est tout ce qu'il y a de plus manuel au monde. Limite, t'es en souffrance quand tu le sors. En fait, le bon MVP, c'est celui que tu sors quand t'es pas fier. Tu le sors et il y a des trucs qui sont un peu bricolés dans tous les sens. Et c'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup en phase des techs de dire, dans cette phase de MVP, quand on teste quelque chose, on minimise de développer au maximum, on arrête de créer un monde où tout est parfait. Il n'y a pas d'automatisation. Tout est très manuel. Et ça, je pense que c'est aussi, alors, au niveau des devs, mais aussi au niveau peut-être de l'équipe dirigeante, qui peut-être aussi souhaite un produit qui soit très abouti dès la première version. Est-ce que tu retrouves un petit peu ces logiques côté... La plupart du temps, j'arrive dans des équipes où il y a eu du passif. Il y a du passif. Enfin, quand je dis du passif, ça veut dire à un moment, la direction a eu un doute de l'équipe tech. Et l'équipe tech s'est pris un scud et est en protection de la direction. Ça m'est souvent arrivé de tomber dans des environnements comme ça. Moi, j'arrive souvent en disant je fais un deal avec les deux. La direction, on va être plus clair sur vos objectifs. Vous allez arrêter de débarquer tous les 4 matins en disant ça c'est prioritaire, ça c'est prioritaire. Tu vois exactement de quoi je parle, tu vois, genre, et de changer. Moi, j'ai connu, fut un temps, un investisseur qui est arrivé dans les bureaux des devs. Un investisseur, enfin, le mec, investisseur principal, il arrivait dans le bureau des devs et il disait j'ai fait un test utilisateur tout à l'heure, j'ai montré ça, il faut faire cette fonctionnalité absolument. T'avais des devs qui étaient absolument dans leur boulot là,
et ils arrivent et enfin t'es complètement perdu quand ça arrive ce Ouais, genre t'as de plus de choses. direction, tu sais plus où aller en fait. T'as plus de direction et en plus le mec te dit ça, t'es en train de travailler sur un truc. Et en fait, une des grosses pertes de temps dans les startups, c'est ce temps de défocus de la part des devs. C'est-à-dire que pour être efficace, des devs doivent être concentrés dans un temps restreint sur quelque chose et dire on y va comme ça. Plus tu es défocus de ça, plus tu vas perdre du temps dans l'exécution. C'est clair que le focus, au global, hein, quand tu travailles, tu as le deep work qui permet d'optimiser un peu justement ce temps où tu es vraiment focus sur une tâche. Et tu parles aussi beaucoup dans tes posts justement de cette relation entre les équipes techniques et le business. Et tu parles aussi des estimations donc, et du débat qui est un petit peu autour de ces méthodes. Et c'est vrai que moi, tu vois, en tant que business analyst ou product manager, bah souvent aussi au sein des équipes, j'ai vu beaucoup de débats par rapport à ça. Les méthodes pour estimer, les bonnes méthodes, entre guillemets, les moins bonnes. Et aussi, après, qu'est-ce qu'on fait de ces estimations? Comment on les suit dans le temps? Si une estimation, par exemple, a été dépassée de 5 jours, est-ce que le dev, par exemple, doit justifier? Parfois, on a des sujets comme ça avec les équipes de management. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui parce qu'on se dit, mais est-ce que finalement, c'est bien utile d'estimer? Alors, bah, du coup, ça va continuer avec une chose que je disais avant. En fait, moi, je viens faire un deal la plupart du temps avec les équipes. Je viens dire aux équipes business, enfin, souvent les CEO, et enfin, ça dépend d'autres profils dans la boîte, CEO ou autres, je leur dis, je vais cadrer vos objectifs. Viens, on va se poser, on va cadrer les objectifs. Et le fait de cadrer tout ça et par contre, je vais te permettre d'avoir des estimations de temps en sortie. Côté tech, je vais les voir et je leur dis, écoutez, moi, je vais cadrer les demandes côté business. Par contre, il va falloir que vous soyez frugal dans ce que vous produisiez côté tech et que vous donniez des estimations de temps sur une temporalité. Donner une temporalité. En fait, les estimations, alors je vais être assez clair, les estimations TJM, enfin pas TJM, les JH, les points de complexité, la vélocité, tout ça, c'est un peu du bullshit, en vrai. De toute manière, une estimation, la tech, c'est complexe. La tech, c'est complexe par nature et c'est imprévisible. Un dev qui te dit, ça va me prendre 3 semaines, tu multiplies par 2 ou par 3 minimum. Le terme estimation veut bien dire ce qu'il veut dire aussi. Bah, de toute façon, une estimation, si c'était certain, ça s'appellerait des certitudes. Tu me fais des certitudes? Vas-y, on y va. Ok, on va balancer les certitudes. Et ça serait pas l'informatique aussi, parce qu'on sait comment ça se passe. Oui, mais de toute façon, enfin, peu de gens vont dire, j'estime à tel temps et ça va marcher dans le temps et en heure. Mais ça, en fait, j'ai souvent des devs qui me reprochent, mais non, mais on peut pas estimer. Bah oui, on peut pas estimer, mais le but, c'est d'avoir une boussole. Et en fait, ce qui est important là-dedans, c'est, moi, j'ai une manière très simple. J'ai pour but de canaliser les objectifs d'une boîte et de les décliner en micro-objectifs et de trouver un compromis où on va engendrer des discussions entre la tech et le business pour savoir qu'est-ce qu'on produit le minimum et qu'est-ce qu'on accepte de mettre de côté. J'aime bien souvent dire, il y a le qu'est-ce qu'on fait maintenant. Enfin, il y a une roadmap qui revient souvent. Moi, je la prends autrement, celle-là, mais c'est no, next, later. Moi, de manière générale, je l'utilise pas comme ça. Mais ce que je dis, c'est vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait juste après? Qu'est-ce qu'on fait après que ça a bien marché, ce truc-là? Et qu'est-ce qu'on fait, ce que j'appelle le Inch'Allah, ce qu'on fera peut-être un jour, mais qu'on va mettre de côté? Et bien, souvent, le Inch'Allah, ça doit représenter 80% de ce que tu fais. Et le reste, tu dois te focaliser sur les trucs où tu n'es pas à l'aise de le sortir. Et ça, c'est pas un exercice classique pour la tech. Par contre, je vais arriver à la discussion de on a 2 semaines pour réaliser quelque chose et prouver qu'on est dans le bon chemin ou pas. Et par contre, on se met des indicateurs de succès pour se dire tiens, voici un truc. Et si l'indicateur de succès est réalisé, on passe à l'étape d'après. Et ça, c'est un truc que la tech demande, c'est arrêter d'être que dans l'intuition et d'essayer de rationaliser un peu plus les choses. Ouais, c'est hyper intéressant. Et justement, dans tes posts aussi, tu parles pas mal des vérités un peu qui te dérangent dans la tech. Et notamment le fait qu'une mauvaise UX, donc le mauvais design des parcours utilisateurs, est plus préjudiciable qu'un bug technique. Mais complètement, en fait, parce que en fait, la plupart du temps, les gens, tu vois ce qui se passe quand il n'y a pas de traction, il y a un problème d'adoption, les gens vont dire il faut faire plus de fonctionnalités. Ah, il faut plus de fonctionnalités. On empile des fonctionnalités. Le problème, c'est rarement les fonctionnalités. Les fonctionnalités, en fait, souvent, elles proviennent d'une intuition que des commerciaux CEO ont eue. Et en fait, les fonctionnalités sont bonnes. Par contre, le problème, c'est l'accès aux fonctionnalités. Tu vois, on n'en parle pas assez, mais c'est les coûts d'onboarding, par exemple. Le coût d'onboarding, c'est OK, voici la valeur où elle se trouve, voici l'utilisateur où il se trouve aujourd'hui. Et où il se trouve aujourd'hui, c'est pas sur la plateforme, c'est en dehors de la plateforme. J'aime bien faire cette comparaison, mais Netflix, par exemple.
Tu vas sur Netflix, l'expérience, ça commence pas quand tu es sur la plateforme Netflix. À quand tu es dans ton canapé en train de te poser la question de qu'est-ce que tu regardes ce soir ou qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sortez? Non, j'ai envie d'être tranquille. L'expérience, ça commence ici. Et en fait, souvent, on va sur la finalité de l'expérience idéale, mais on se pose pas à la place de la personne où elle se trouve aujourd'hui et comment je facilite les accès jusqu'à la fin. Le contexte. Le contexte. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est créer l'expérience avec l'équipe tech et l'équipe business sur comment, à partir de ce quotidien de l'utilisateur, comment on l'amène pas à pas dans la proposition de valeur finale. Et tu vois, là-dessus, on est sur des choses qui sont assez, comment dire, bah ça, c'est très négligé. Parce qu'en fait, ça, c'est des trucs pas très intéressants côté tech. C'est pas de la fonctionnalité, c'est du design, c'est du front, c'est des choses, c'est du wording, c'est de la réassurance, c'est de la simplification. Et à des moments, bah en fait, c'est un effort de simplifier une application. C'est très difficile. C'est même peut-être le plus difficile de le faire. Mais c'est ultra complexe. Et le design est le parent pauvre des startups en plus. Parce qu'en fait, c'est pas un profil qu'on a l'habitude de recruter, ou si on le recrute, c'est pour faire de la maquette. Pas faire du design, de la conception. Ah, je te rejoins complètement. Et moi, je le vois aussi à mon niveau. Alors, je travaille pas actuellement avec une startup, mais avec une PME. Et c'est vrai qu'au quotidien, bah, quand je travaille avec justement le cabinet du UX qui s'occupe de ces sujets, bah, je vois tout l'importance, enfin vraiment l'impact aussi au quotidien, bah, de bien penser en amont tous ces parcours utilisateurs. Parce que comme tu le dis, en fait, ça fait toute la différence pour la réussite du projet. C'est indéniable. Ah, mais ça change la vie. Tu vois, je vais donner un exemple concret pour l'illustrer aussi. Quand j'ai lancé ma boîte dans le recrutement, on a lancé la digitalisation des processus de recrutement pour valoriser les candidats à fort potentiel. Donc plutôt que de faire du tri de CV, parce que le tri de CV dans le recrutement, c'est tu prends un truc et en 10 secondes, tu vas analyser qu'il a fait telle école, telle expérience et on le jette. À l'époque, il y avait un surplus de candidatures qui d'ailleurs va revenir actuellement, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait de plus en plus d'outils comme ça pour identifier les bonnes candidatures. À l'époque, il y avait d'offres d'emploi, enfin, il y avait peu d'offres d'emploi et beaucoup de candidatures. On a voulu changer tout ça. Côté DRH, on avait l'adoption complète de ce qu'on proposait. Ah ouais, c'est super. On a un entretien en ligne où on montre la motivation et les compétences du candidat plutôt qu'uniquement le CV. Super, c'est le futur du travail, etc. Mais on ne s'est pas posé à la place des responsables de ressources humaines de comprendre leur quotidien et ce qu'ils faisaient bien. Donc en fait, on a dû adapter. Mais en fait, c'était l'expérience qu'on fait pour qu'ils accèdent à cette proposition de valeur qu'on devait travailler. Et c'est là où est toute la différence entre la fonctionnalité et l'accès à la fonctionnalité. Alors, tu me donnes une transition rêvée parce que tu sais que The Freeway, c'est aussi et surtout le future of work. Mm-hmm. On parle d'entrepreneuriat, on parle de tech, mais on parle aussi de freelancing. Okay. On parle aussi de remote, on parle de tous ces sujets qui façonnent un peu le monde du travail d'aujourd'hui et puis aussi de demain. Et je voulais avoir ton avis justement sur ce sujet aujourd'hui, justement du rôle du freelance, donc des personnes en indep, comme toi tu l'es, dans l'écosystème startup, justement. Parce que moi, c'est un écosystème que je connais moins, parce que j'ai beaucoup travaillé pour les grands groupes, et là pour une PME actuellement. Donc concrètement, comment décrocher, d'après toi, des missions un peu stratégiques ou intéressantes, en tout cas, dans des startups? Alors, dans les startups, en tout cas, alors avant toute chose, je pense que les startups ont intérêt de faire de plus en plus appel à des freelances, mais pas forcément pour des missions longues, mais pour des missions stratégiques. Alors, en fait, il y a ça. Soit main-d'œuvre, je vais utiliser ce mot-là, soit stratégie. Aujourd'hui, la plupart des startups vont faire appel à de la main-d'œuvre. Ça veut dire c'est trop compliqué de recruter des bons devs. Donc, en fait, on va prendre des freelances. Comme ça, on peut les virer du jour au lendemain. C'est plus simple. C'est plus flexible. C'est plus flexible, en fait. Ils prennent la mission. Ça marche, on continue. Ça marche pas, on continue pas. On n'a pas un contrat qui reste pendant très longtemps. Je pense que le freelance est le plus adapté aux startups. La deuxième chose, c'est... Mais ça, c'est sur des missions de main-d'œuvre, à la limite. Sur les missions stratégiques, c'est ultra crucial parce que la plupart des startups ne sont pas en capacité de payer des salaires conséquents de personnes expérimentées sur ce sujet-là. Et en plus, les personnes expérimentées ne sont pas intéressées de travailler dans une seule des startups. La plupart, ils vont avoir de l'expertise sur un ensemble de startups. Par exemple, moi, dans l'idée, j'ai accompagné en tout une 50aine de clients. C'est-à-dire à ces phases-là, dans des phases de structuration, etc., et ben en fait, j'ai de l'expérience de 50 clients sur ce genre de thématique. Ce qui est important là-dedans, c'est que justement, cette expertise en travaillant avec des experts, en fait, le freelancing permet d'accéder à des profils qu'on ne pourrait jamais accéder en termes de ça. Et franchement, en entrepreneuriat, en start-up, avoir
la bonne personne qui te donne le bon conseil et qui te donne la bonne structuration adaptée à ton contexte, ça peut te faire gagner facilement 1 an de vie. Mais vraiment. Parce qu'en fait, il y a un moment, quand tu entreprends, tu as la tête dans le guidon et tu oublies complètement ce qui se passe parce que tu te mets des œillères à un moment. Et il faut que tu recrutes un profil C-level, mais c'est pas encore le moment et tu as peur de recruter quelqu'un qui va trop solidifier tes process. Et cet expert qui va arriver, en fait, s'il prend soin de toi, donc ça c'est le conseil que je donne aux freelances qui veulent aller sur des missions stratégiques en startup, il faut aller sur du care, c'est-à-dire tu prends soin de la personne que tu as en face de toi. Le mec là, qui est en face de toi, il a vécu des nuits blanches. Comme je le disais tout à l'heure, tu l'as noté dans mon truc, il a vécu des nuits blanches, il a eu peur, il y a des moments, tout s'est bien passé pour lui, c'était l'Eldorado. Il y a un moment, il a vu le CA et la croissance ne pas se passer comme prévu, il est en train de flipper. Et en fait, il faut que tu comprennes tous ces trucs-là parce qu'il est par essence irrationnel. La startup, de base, c'est un environnement ultra nocif. Tu prends quelqu'un qui met toute sa vie et ses tripes et ses économies dans une boîte, qui recrute des gens, qui essaye, parce que s'il recrute des gens, c'est qu'il a envie de créer un collectif assez puissant. D'accélérer rapidement. Il essaye de faire tout bien, de faire les bonnes pratiques, etc. Et à un moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit « Non, mais on va n'importe où, là, ça manque de vision. » Et ça peut le détruire complètement. Et donc, pour moi, les personnes qui doivent aller sur des missions stratégiques en startup, ils doivent être en capacité d'écouter des choses très dures de la part des start-upers. Parce qu'en fait, quand tu entreprends et que tu mets toutes ces tripes dedans, il y a un moment, tu peux vite partir en vrille. Mais tu peux vite partir en burn-out très rapidement ou suffit que tu t'enterres quelque part. Et il faut quelqu'un qui est en mesure d'écouter tout ça. Donc quelqu'un qui a de l'expérience, qui a peut-être aussi une capacité à avoir benchmarké, peut-être aussi des concurrents, le secteur en tout cas, qui a du recul sur certaines situations. Voilà, qui a l'expérience, alors soit qu'il l'a vécu, tu vois, par exemple, moi, ce que je mets en avant la plupart du temps, et ce qui plaît, c'est que moi, en fait, je te parle de choses que j'ai vécues. Je sais ce que tu as vécu là, je sais pourquoi tu as essayé de faire des belles choses et tu as été très pragmatique. Parce qu'en fait, indirectement, des startups, comme j'ai dit tout à l'heure, en pré-market fit, tu es très idéaliste. Après, tu as fait des deuils. Et ces deuils, tu as mis de côté tout ton idéalisme pour aller sur du très pragmatique. Et tu as encore envie de rêver indirectement. Mais là, tu es coincé dans du pragmatisme aussi. Et depuis que tu accompagnes, toi, des structures, donc que ce soit des startups ou autres, est-ce que tu as trouvé des changements au cours des années sur un peu les attentes des clients, des dirigeants ou les décideurs? Globalement, au niveau des dirigeants en startup, on est toujours à peu près sur les mêmes choses. Ouais. Ça veut dire, là, je fais trop de choses. Alors, il y a aussi un sujet, c'est un dirigeant, il a besoin aussi de pouvoir décharger sa charge mentale. Parce qu'il a une charge mentale. Gros sujet, ça, la charge mentale. Charge mentale de l'entrepreneur, elle existe, elle est très présente. Et comme je te dis tout à l'heure, payer des salaires, enfin, il y a des boîtes. Tu as vu les liquidations il n'y a pas longtemps. On est en pleine période où il y a beaucoup de liquidations judiciaires ou de redressement. Clairement, c'est des gens qui, du jour au lendemain, annoncent à toute une boîte et à 100 personnes. Auparavant, ils les faisaient rêver il y a 3 semaines sur on va conquérir le monde. Et là, ils sont en train de leur dire on va fermer la boîte. 11 cas sur 12, comme tu le disais. 11 cas sur 12, et ça arrive très régulièrement. Ouais. En tout cas, il faut comprendre cette mentalité qui existe du fondateur de start-up. Et ils ont besoin, je pense qu'en fait, c'est des personnes qui rêvent, qui ont besoin de rêver, mais qui sont très conscients du pragmatisme. D'ailleurs, on n'arrive pas avec des fondateurs de start-up avec des grands concepts de vie, du style l'agilité, la méthode produit, le design thinking. Des choses trop rigides peut-être. On n'arrive pas avec ce genre de choses-là. Moi, je connais plein de gens qui arrivent avec voici mon process et c'est comme ça que je fais. Non, il faut avoir un process qui est adaptable. Si t'es pas adaptable, avec un start-upper, ça ne marche pas. Tu es vraiment mis de côté, en fait. Et le future of work, c'est aussi beaucoup les technologies. Parce qu'on voit avec l'intelligence artificielle que ça modifie quand même le paysage du travail, du marché du travail. Et aussi, globalement, les startups qui s'y mettent de plus en plus à intégrer ces nouvelles technologies. Et comment, toi, tu perçois justement cet impact au niveau des nouvelles technologies, que ce soit l'IA ou d'autres nouvelles technologies, justement sur la structuration produit et sur la gestion des équipes, que ce soit tech ou plus fonctionnel comme les UX ou les product managers, par exemple? Alors, je vais déjà répondre sur la partie IA. D'une certaine manière, je ne connais pas une startup qui n'a pas dans son backlog actuellement une carte qui dit implémenter ChatGPT
ou mettre en place un agent IA pour optimiser le support client. Je crois que si je fais le tour de tous les backlogs qui existent, je pense qu'on arrive sur un taux à peu près de 75%. C'est à la mode. C'est à la mode et en plus, il y a un côté rêveur. Donc ça vient... En fait, c'est quoi le côté rêveur ? La France, c'est marrant, j'en parlais dans une émission il n'y a pas longtemps, c'est pas un pays qui est fait de base pour le salariat. Ah ouais ? Enfin, non, attends. Je refais un peu cette phrase. C'est plutôt la France, la start-up, c'est créer de l'emploi qu'on va peut-être dézinguer du jour au lendemain. Oui, bah oui. Et aux États-Unis, c'est simple de virer des gens. En France, c'est très compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que les startups françaises doivent vraiment faire appel à des freelances. C'est pour avoir la flexibilité de pouvoir prendre des gens et les mettre de côté. L'agent IA, il y a un côté assez fort parce qu'on a vécu en 2022 une crise financière qui existe encore aujourd'hui, qui a gelé les financements. Et en fait, on a plein de liquidations judiciaires qui ont eu lieu. Et je vais même aller plus loin. Je pense que beaucoup de liquidations judiciaires n'auraient pas eu lieu si c'était simple de virer des gens. Parce qu'en fait, on aurait sauvé les meubles, on aurait trouvé des moyens. Et dans l'intention collective, aller sur des startups où il n'y a pas besoin de personne, mais une personne peut être démultipliée par l'IA, c'est un peu le fantasme inavoué de plein de VC. Donc des VC, des gens qui investissent, etc., et des fonds d'investissement. Et ça, c'est un peu le fantasme rêvé de tout fonds d'investissement, c'est d'avoir cette startup qui fait, 10 millions avec 50 personnes. En ce moment, on entend beaucoup plus parler de tout ça. Et donc, il y a ce fantasme qui existe. D'automatiser dès le début, peut-être d'une startup, justement, pour peut-être limiter le risque. Limiter le risque et aussi avoir, tu as une meilleure rentabilité, tu as une meilleure marge. Une personne peut gérer plein de cas. Alors, sur le papier, c'est beau. Dans la réalité, est-ce que c'est le cas ? C'est pas souvent bien implémenté. Oui, parce que l'IA, on sait comment ça se passe. Déjà, l'IA n'est pas parfaite. Il faut mettre des points de contrôle assez réguliers. Et l'humain doit intervenir assez régulièrement aussi. Donc en fait, l'IA, c'est avant tout une organisation. C'est définir ses processus, voir où ça peut nous aider. Parfois, ça ne nous aide pas aussi, l'IA. Oui. Et donc le fantasme, un petit peu, je te rejoins, du full automatisé, on va mettre de l'IA partout. En tout cas, pour l'instant, ça ne marche pas. C'est clairement un fantasme. En plus, et c'est ça le plus paradoxal, c'est que utiliser l'IA à fond demande de manualiser au maximum. Exact. Plus tu vas manualiser tous tes process et tu vas les faire à la main et tu vas bien les mapper et bien les respecter, plus tu vas générer de la donnée de qualité, plus tu vas rendre ce parcours fluide à la fin. Actuellement, je travaille avec une boîte, on est sur du coaching, donc une boîte dans la nutrition, et c'est très humain. Et en fait, on va sur l'étape de passer à l'échelle et faire tout ça. Et ça demande de fortement manualiser toutes les étapes et ce qui est fait pour automatiser les choses une par une et une par une. Et oui, bien sûr. Et ça, la plupart des gens ne pensent pas que c'est comme ça. Mais pourtant, utiliser l'IA demande de maîtriser ces process et de les contrôler. Et souvent, moi, dans les entreprises où j'interviens, justement, il y a une grosse faiblesse au niveau de la documentation. Les process, comme tu dis, ils ne sont pas définis. Et du coup, c'est vrai que quand on parle d'implémenter de la technologie comme de l'IA, et à la base, il n'y a rien qui est documenté, il n'y a pas de process, c'est là aussi que ça peut provoquer des problèmes au niveau des équipes. Puis aussi des déceptions par rapport à la technologie, comment c'est utilisé. Tout à fait. Et au plaçage, la plupart du temps, alors pour faire une mission dans un grand groupe aussi actuellement, l'IA est prônée, mais pourtant les métiers du terrain la refusent. Ouais, ça c'est la résistance au changement aussi. Et puis en fait, l'IA, quand tu es dans des métiers qui sont très manuels et très à la main aujourd'hui, implémenter l'IA et tout automatiser du jour au lendemain, ça ne fonctionne pas la plupart du temps. Et l'IA, évidemment, c'est aussi des compétences. Tout le monde n'a pas aujourd'hui ces compétences pour maîtriser ce type de technologie. Oui. Parce que, par exemple, l'IA générative, faut savoir bien l'utiliser. Il y a des prompts. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas vraiment ce qu'est l'IA. Donc aujourd'hui, pour toi, c'est quoi un peu les compétences justement nécessaires qu'on doit développer pour un peu rester pertinent face aux évolutions du marché du travail par rapport aux technologies? C'est quoi un peu pour toi les priorités justement actuelles? En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, alors, je vais parler d'environnement startup en tout cas, et pour se positionner là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter avec des silos de « je suis tech, le business ne m'intéresse pas », « je suis business, la tech ne m'intéresse pas ». Je pense qu'en fait, on va de plus en plus dans la réduction des frontières entre les uns. D'ailleurs, l'IA générative, ça, c'est un autre fantasme. Parce qu'en fait, on sait que les devs, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme fantasme derrière l'IA générative ?
C'est qu'on puisse développer son SaaS en un week-end, en 2 heures. Bon, tu dois voir ce genre de truc passer sur LinkedIn. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est aussi un autre fantasme du marketing et du business, c'est de se dire on peut se passer des développeurs. Pour le coup, je pense que ça, c'est une mauvaise compréhension parce que déjà, il y aura toujours besoin de développeurs dans l'idée. Par contre, il y a besoin de personnes qui arrivent à mieux faire la traduction entre les interfaces. Franchement, pour faire simple, un PM à la base, c'est la traduction entre le business et la tech. Un jour, il y aura quelqu'un qui sera la traduction entre le business et l'IA, potentiellement. Mais par contre, ça restera des compétences très importantes à développer. Et de savoir être un traducteur, pour moi, je pense que c'est même la clé pour se positionner sur des missions stratégiques. Si tu te positionnes comme un exécutant, tu vas faire de l'exécution. Il faut que tu arrives à être pluridisciplinaire et de savoir discuter. Moi, je valorise vachement les techs qui s'intéressent au business. D'ailleurs, je pense que dans certains endroits, il n'y a pas forcément besoin de PM parce qu'ils viennent trop tôt, alors qu'en fait, il y a plus besoin de bien communiquer entre les deux. Et plus tard, le PM va être là pour solidifier tout ça. Mais je pense qu'en fait, développer des compétences de conversation sont très importantes. Ah, puis il y a aussi un sujet de culture derrière. Tout à fait. Qu'est-ce que chacun est prêt à faire parce que quand tu dis un dev, effectivement, il a peut-être pas l'appétence, tu vois, business qu'un PM a par ailleurs. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut que, dans l'idéal, chacun ait un intérêt d'un point de vue business d'un côté, et puis d'un point de vue tech pour essayer de comprendre quand même les sous-jacents, les enjeux derrière techniques qui font qu'on doit prioriser certaines features d'un point de vue purement technique, par exemple. Donc ça, je te rejoins, c'est vraiment un des enjeux principaux au niveau du produit, que ce soit, je pense, d'ailleurs en startup ou dans un grand groupe. C'est ça en plus, parce que quand je parle de PM, je vais plutôt parler d'un passe-plat entre la personne qui a l'intuition et la personne qui le réalise. Et tu vois, d'ailleurs, je pense qu'une personne qui a de l'intuition et de la personne qui le réalise, en phase de... Parce que le pré-market fit existe même dans les grands groupes. Quand tu lances un produit et qu'il n'a pas encore trouvé son marché, ça existe en interne. Je pense qu'il faut réduire ces discussions et ces intermédiaires à ce moment-là pour que quand il y a une traction, on commence à solidifier les process. Mais c'est pas tout de suite pour l'instant. Mais des fois, quelqu'un qui a l'intuition, ça peut être un PM en interne. Ah, bien sûr. On dépêche, vas-y, toi, fais cette réussite du projet et puis voilà. Mais c'est un peu ce qu'on attend normalement, d'avoir une certaine vision quand même de son produit, d'un vrai PM entre guillemets. Tout à fait. En fait, pour moi, un vrai PM, on dit souvent le PM, c'est le CEO de son produit. Alors, c'est complètement faux en startup parce que c'est le CEO de la startup, le CEO de tout. Voilà. Qui convainc le... Mais par contre, le PM, pour moi, il doit s'accaparer une vision, il doit savoir la retranscrire, il doit savoir la faire vivre, en fait. Convaincre aussi. Convaincre aussi. Et il doit savoir expliquer le contexte qui se passe autour, avoir toute cette vision. Il doit être en mesure d'expliquer un contexte clair pour un dev, en fait. Il ne doit pas envoyer que de la spec. Et quand on parle d'un product manager, on a souvent l'idée de la roadmap. Mm-hmm. Alors, la roadmap, moi, je l'ai vécu. Parfois, c'est souvent idéaliste. Parce qu'au début, on se dit qu'on va développer plein de choses. Et puis, on voit le temps de développement s'allonger. On voit la date de mise en production être repoussée également. Donc, c'est quoi un peu, d'après toi, peut-être plus après le product market fit, justement, au niveau de la roadmap? Parce qu'il y a quand même besoin d'une roadmap, souvent, pour essayer d'aligner un peu le travail des gens, tout simplement. En fait, pour moi, la roadmap est cruciale à un moment très précis. En fait, avant de trouver son marché, limite, il n'y a pas besoin de roadmap. Il y a besoin d'enjeux, d'idées, de ça, mais il y a surtout besoin de validation. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a toujours 3 aspects. La vision, la confrontation, l'exécution. En fait, une fois que la vision est validée, on a trouvé notre marché, là, pour moi, la roadmap permet de structurer les process et d'accélérer. Parce qu'une fois que tu as trouvé ton marché, qu'est-ce qui se passe? Tu as plein de demandes qui viennent de la part de plein de gens, tu as plein d'idées qui popent dans tous les sens, et limite, tu as un backlog qui s'allonge. Avoir un backlog qui est ultra grand en pré-market fit, ça sert à rien. Par contre, en post-market fit, c'est le moment où il faut faire une roadmap. Et pour moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est vision, exécution et confrontation. En fait, pour moi, une roadmap, c'est quelque chose c'est un élément de discussion. C'est pas un planning d'échéance, c'est plutôt un élément de discussion où, en fait, pour moi, d'ailleurs, ce que j'entraîne à faire, c'est créer des roadmaps. Tu dois avoir une roadmap qui est en adéquation avec ton marché. C'est-à-dire que ta roadmap doit pouvoir s'adapter régulièrement et tu ne dois pas rester figé trop longtemps. Pour moi, tu ne peux pas passer plus de 2 semaines à passer du temps sur développer une fonctionnalité dans cette phase-là. Il faut qu'en fait,
c'est comme, tu vois, en pré-market fit, tu testes des idées et tu les confrontes à la réalité. Donc ça, c'est OK. Et ben en fait, quand tu as trouvé ton marché, il faut pas te dire que maintenant, c'est bon, j'ai trouvé, il faut que je développe tout. Il faut qu'en fait, tu arrives à avoir une roadmap qui permet de pivoter régulièrement. Je vais te donner un exemple, parce que ça permet d'être un peu plus concret. J'ai déjà été dans une boîte où en fait, il y avait un enjeu, où j'arrive, on me dit, voilà, pour la roadmap, c'est ça, et c'est estimé à 18 mois. Voilà, un truc classique en série A. J'arrive et on me dit, ça c'est l'enjeu que tout le monde parle, et c'est 6 mois à être réalisé. 6 mois pour réaliser ce sujet qui est considéré comme très important. En interne, tout le monde en parle tout le temps. Dans le codir, on dit, ah, ce sujet, il est super important, faut le faire, personne n'y va. Parce que ce sujet, il prend 6 mois, il mobilise pendant 6 mois. Et en fait, en série A, la plupart du temps, les gens font des petites évolutions, mais s'empêchent de faire les gros chantiers. Et en fait, moi, ce que j'ai apporté, c'est de dire, bah, OK, on va découper ce chantier en 2 mois, enfin en 2 semaines. Et en fait, on a fait une petite itération de 2 semaines pour tester la traction et la validité, est-ce que les gens avaient envie d'y aller. On a lancé une page en minimisant les coûts de dev, et en fait, personne n'était intéressé. Enfin, si 13% des gens qui allaient sur la page allaient faire. Donc, on valide qu'on est dans le bon ou pas. On a lancé une deuxième salve d'itération. Ah, là, on est passé à 30%. Et en fait, on a fait étape par étape pour ça, et on n'a pas cherché à automatiser tout le sujet. En mode un peu A/B testing, en changeant des paramètres. On a changé des paramètres, mais en fait, on a créé plein de petits artefacts qui permettaient d'ajouter rapidement et de le supprimer rapidement aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas restreint toute la complexité. Et en fait, pour faire ça, on a fait appel à des gens du terrain qui, en fait, limite, on mettait un numéro de téléphone à la fin, ça passait sur le standard, quelqu'un répondait, et en fait, a passé quelque chose en manuel sur la plateforme. Et bah ça, c'est l'état dans lequel on doit être. Tu vois, c'est un MVP où en fait, tout n'est pas automatisé. On a fait appel à des gens qui étaient dans le support, et en fait, on laisse tourner, on voit comment ça prend, et après, on itère. Et en fait, à la fin des 6 mois, on n'avait pas fait la fonctionnalité. On avait trouvé l'utilisation et on avait automatisé 20% du chiffre d'affaires de la boîte pour ce cas-là. C'est une forme d'agilité pragmatique où tu t'adaptes au terrain, au retour utilisateur, du marché aussi, quoi. C'est ça. Et tu vois, dans les MVP, le plus gros truc, c'est ne pas accepter de se créer des problèmes de riches. Quelqu'un qui te dit ouais, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a 1 million d'utilisateurs? Si on a 1 million d'utilisateurs, je suis le mec le plus content au monde. Parce que là, à ce moment-là, on aura d'autres problèmes et on va les régler. Par contre, on a pas 11 chances sur 12, mais on a 30% de chances que ça fonctionne. 70%, ça va dans le mur. Donc, il faut qu'on limite et qu'on s'assure de ne pas être dans l'échec, en fait. Ouais, super intéressant, effectivement. Ouais, je te rejoins sur ces points. C'est important de le conscientiser et de le faire conscientiser aussi aux équipes qui n'ont pas forcément ce recul que tu peux, toi, avoir. Et donc, du coup, tu leur montres par des exemples, par A plus B aussi, que le fait d'être pragmatique, c'est quand même hyper nécessaire aujourd'hui, quoi. Mais ça demande aussi d'avoir une vision globale et d'être pragmatique dans une vision globale, ce qui est le plus compliqué en fait. Et de se limiter à 2 semaines et à comment on va apprendre à partir de ça. Bon, écoute, Nicolas, on a échangé sur plein de sujets qui sont liés à la tech, aux produits, aux startups, mais aussi au future of work. Et j'aimerais te proposer un mot de la fin par rapport à un message que tu aimerais faire passer ou une idée, tout simplement, ce que tu veux. J'aimerais peut-être parler surtout de faire un système dans lequel on peut, comme je disais tout à l'heure, mélanger l'apprentissage. En fait, tout ce dont j'ai parlé de résilience à l'échec. Ça veut dire de ne pas penser que toute chose qu'on va développer va être un succès, mais penser que toute chose qu'on va développer va être potentiellement un échec. Faire tout ça, ça demande un changement de paradigme à la fois pour faire des compromis, chercher à être minimaliste, mais ça demande avant tout de savoir créer du travail d'équipe. Ça veut dire de créer un cadre dans lequel on accepte d'échouer. On accepte qu'une estimation va déborder, mais on va essayer de minimiser le fait que ça ne dure pas trop longtemps. On accepte de se dire que cette fonctionnalité sur laquelle on pense que tout va être révolutionnaire, au bout de 2 semaines, on a déployé, on se dit « Ah non, c'est peut-être pas bon ». Mais tu vois, accepter qu'on est dans l'échec, c'est très dur la plupart du temps. Parce que ça demande de se dire « Ah ok, moi j'ai envie de faire que du succès ». Malheureusement, la plupart du temps dans la tech, il y a plus d'échecs que de succès. Et ça demande un cadre de bienveillance dans les équipes. Ça demande aux directions d'expliquer pourquoi ils font les choses. Ça demande aux tech de sortir de leur rôle de tech et d'aller un peu plus dans le business. Ça demande à la direction aussi de comprendre ce qui se passe côté tech et de comprendre leurs enjeux. Et ça demande d'avoir un vocabulaire commun et de parler ensemble. Parce qu'au final, toutes ces méthodes que je suis en train de décrire, c'est du travail d'équipe. Et une équipe qui apprend, échoue et
fait ensemble, c'est une équipe qui peut cartonner la plupart du temps. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on en revient aux valeurs finalement et à la culture. C'est beaucoup de culture. Qui est impulsée par la direction, mais après qui doit se diffuser au niveau des équipes. Tout à fait. Et c'est là qu'en tant que consultant, accompagnant, on peut appeler ça comme on veut, on est là aussi pour accompagner justement à une bonne diffusion, que ces valeurs soient appliquées au quotidien. Donc l'entraide, un peu aussi par exemple les valeurs Scrum, qui d'ailleurs le Scrum Guide commence par les valeurs. Et c'est pas un hasard puisque le travail d'équipe, c'est avant tout des valeurs. Donc, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, le Scrum, s'il était bien appliqué, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Bien sûr. Mais en fait, tout ce que je fais, d'ailleurs, c'est de l'agilité. Mais souvent, je n'utilise pas ce mot-là parce qu'il y a eu tellement de choses néfastes sur l'agilité qu'en fait, ça est devenu une allergie pour beaucoup de gens. Ah, ça se comprend. Je préfère le faire vivre plutôt qu'être trop dogmatique dessus. Écoute, je te remercie pour cet échange. Est-ce que tu aurais un invité, une recommandation de quelqu'un qui pourrait passer au micro de The Freeway? J'ai bien quelqu'un qui s'appelle, oui, je pourrais te le dire, Sébastien. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a été mon pendant côté UX pendant des années. Et on a même monté une boîte ensemble, fut un temps. Super intéressant, ok. Et je pense qu'il a pas mal de retours d'expérience à donner sur les erreurs classiques des entrepreneurs en phase très early stage. C'est super intéressant et c'est un peu le pendant finalement de l'aspect tech, produit, l'aspect UX. Donc merci pour cette reco. Avec grand plaisir. Écoutez, merci pour votre attention. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à nous donner de la force, à nous poser éventuellement des questions avec Nicolas et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci encore Nicolas et puis je te dis à très bientôt. Salut Alexis. Ciao. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à ceux qui devraient l'écouter. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, rendez-vous sur thefreeway.fr pour retrouver des ressources en lien avec l'épisode. Si vous voulez me contacter, retrouvez-moi sur LinkedIn, Alexis Léger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Freeway. À très vite!